Laurent Devim, je suis vice-président à Nantes Université, puis un vrai plaisir de vous accueillir ici pour cette conférence débat, table ronde, conférence inspirante. Vous avez tous le titre, alors je ne vais quand même pas le répéter. Par contre, j'attire votre attention sur l'intérêt de ce visuel et de sa malice qui nous fait penser peut-être qu'il faudrait faire dialoguer le fact et le fake. On ne sait trop, et on ne sait trop dans quel sens ça va bouger. En tout cas, c'est des choses qu'on va mettre en discussion tout de suite. Donc, quelques mots juste comme vice-président à Nantes Université, où cette question de travailler l'enjeu de la désinformation, des fake news, du discernement informationnel, fait partie de nos priorités, et notamment d'une feuille de route qu'on est en train de terminer autour des enjeux de la science avec et pour la société. C'est un enjeu qu'on partage très largement avec INRAE, un partenaire avec qui on a le plaisir de travailler sur plusieurs dossiers. Je ne vais pas tous les mentionner, mais en tout cas, c'est vrai qu'on se remémorait avec Philippe, qui va prendre la parole aussi tout bientôt, Philippe Lenoir, INRAE. On se remémorait les échanges et la portée qu'on a pu donner aux deux précédentes conférences inspirantes au moins. Ça fait partie des choses qu'on partage, qu'on coproduit. Et puis cette fois, on s'est dit qu'on pourrait le coproduire sous la forme d'une discussion, d'une conversation partagée. Moi, je pense qu'on ne table pas suffisamment sur la forme de la conversation pour réhabiliter ce que peuvent faire les savoirs scientifiques. Voilà, donc je nous souhaite la bienvenue. On est à la L6, c'est Nantes Université, et la L6 est un bel acteur, opérateur, justement, de cette question de la médiation scientifique. Ça fait aujourd'hui partie de ces trois grands axes de travail. Je n'en dis pas plus, et je vais tendre le micro à Pierre-Yves Manac, président du Centre-Ouest INRAE. Pierre-Yves. Merci Laurent. Président du centre INRAE Pays de la Loire, pas Centre-Ouest, parce qu'il y a d'autres régions, il y a la Bretagne, tout ça. Je ne vais pas m'accaparer toutes les régions d'un coup. Merci beaucoup. Ravi, particulièrement heureux de vous accueillir ici à INRAE dans le cadre de nouvelles fonctions, puisque je viens de prendre la présidence du centre INRAE depuis peu de temps. J'ai pris la présidence au 1er janvier dernier. Et donc ici en partenariat avec Nantes Université, à la site Ouest, pour cette conférence consacrée à une question aussi essentielle que délicate, dans le contexte actuel particulièrement morose, on va dire. Sciences et société, moi je vais reprendre le titre parce qu'il me plaît beaucoup. Sciences et société à l'heure de la désinformation, le dialogue est-il encore possible? Alors cette question, elle résonne pour moi de façon plutôt personnelle. Pourquoi? Parce qu'avant d'être président du centre INRAE des Pays de la Loire, j'étais délégué régional à la recherche et à l'innovation de la région des Pays de la Loire également. Et dans le cadre de mes fonctions, j'avais pour mission, j'avais en charge l'organisation d'un événement que vous connaissez tous, qui est la Fête de la Science, que j'ai organisé pendant 5 ans ici. Et c'est une expérience, c'est l'événement phare du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et c'est un événement qui m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on recevait chaque année des milliers de visiteurs dans l'ensemble des villages des sciences de la région. Alors quand je dis milliers, c'est 44 500 exactement tous les ans. Des scolaires, des familles, des citoyens qui venaient à la rencontre des scientifiques. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est pas seulement la curiosité des visiteurs, mais c'est la qualité des échanges que l'on avait à chaque fois qu'on organisait ces séquences, ces ateliers, ces stands. Des questions qui étaient toujours très directes, qui étaient toujours parfois critiques, même pertinentes des fois, même impertinentes certaines fois. Et à chaque fois, la réponse des scientifiques était toujours également pertinente et ça donnait des échanges qui étaient savoureux la plupart du temps. Ces échanges que j'ai toujours trouvés sincères, je les ai particulièrement appréciés pendant toutes ces années. Dans la même logique, j'ai également porté avec mon équipe le développement d'une action qui s'appelle toujours Doctorant dans les classes, qui est une expérience assez simple. On prenait un doctorant, donc un étudiant en thèse, et on le mettait dans une classe de CM2 à venir présenter ses activités. Et on regardait la réaction des enfants qui lui posaient toujours des questions directes. Et cet événement est un événement qui a beaucoup plu dans la région et pour lequel il y a énormément de classes qui se sont inscrites pour pouvoir y participer, tellement le rendu était vraiment intéressant. Donc ça permet... Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ça en place? C'est parce que j'ai toujours été persuadé que le dialogue entre sciences et société, il doit se construire dès le plus jeune âge. Et dès l'école primaire, on doit sensibiliser les enfants à se poser les bonnes questions. C'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Pourquoi il dit ça? Mais s'il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Etc., etc. Et ça, les enfants, mine de rien, ils ont ces bonnes questions très souvent. C'est après qu'ils perdent ce sens de la fake news ou du fact news, comme le rappelait Laurent tout à l'heure.
Donc c'est au fond ce sujet qui nous réunit ce soir. Donc on vit dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, mais notre compréhension, elle n'a pas tout le temps le même rythme de suivi, de compréhension. On n'a pas toujours non plus le temps de vérifier ces infos. Donc dans ce contexte, le dialogue entre sciences et société, ça devient plus difficile, mais plus nécessaire que jamais. Donc à INRAE, on travaille sur ces sujets. J'ai moins d'expérience sur INRAE, donc du coup, je suis obligé de faire un peu plus court sur cette partie. On travaille sur ces sujets qui touchent directement la vie quotidienne des citoyens et que chacun peut comprendre. L'alimentation, l'agriculture et l'environnement. Donc c'est des sujets qui suscitent toujours des attentes fortes, parfois des inquiétudes, souvent des débats, et notamment chez moi à l'occasion des repas de famille, bien évidemment. Donc je rentre du salon de l'agriculture, parce que c'était la semaine dernière, j'ai participé pendant une journée, et j'ai pu voir l'énergie qui est développée qui est mise par INRAE pour faire vivre ce dialogue entre sciences et société, pour réunir autour de tables rondes des acteurs de tout type autour de ces politiques publiques principales, que ce soit des acteurs de la réglementation, des acteurs de la recherche, bien évidemment, autour de présentations scientifiques, des agriculteurs, enfin bref, tout l'écosystème qui nous représente et qui ont permis de générer des conférences comme celle de ce soir, inspirantes, je l'espère, dans lesquelles les gens apprennent à s'écouter, à parler et à se respecter. Donc la question qui est posée ce soir, le dialogue est-il encore possible? Ce n'est pas forcément une réponse simple. Moi, j'y crois, mais ce n'est pas simple. Mais on a la conviction que ce dialogue, il doit se faire autour d'une contribution collective en s'écoutant et en se respectant. Donc, c'est tout le sens de la rencontre de ce soir. Je vais remercier chaleureusement les intervenants qui ont accepté de participer à cette réflexion, ainsi que nos partenaires et toutes les équipes mobilisées pour organiser cet événement. Et je vous souhaite une excellente conférence, inspirante, riche d'échanges, de questionnements et je l'espère de nouvelles pistes pour faire vivre ce dialogue entre sciences et société. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je donne la parole à Philippe, qui va conclure ses interventions préliminaires. Alors, merci beaucoup, cher Laurent, cher Pierre-Yves, pour cette introduction. Alors, je vais faire très court, parce que l'essentiel, c'est d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, je suis très heureux, en qualité de responsable du pôle formation d'INRAE, de vous accueillir pour cette troisième conférence inspirante. Alors, ça s'inscrit vraiment dans un partenariat, je dirais, riche, innovant, avec Nantes Université, mais aussi avec d'autres établissements d'enseignement supérieur qui viennent nous conforter sur différents sujets. Je pense notamment à Paris-Nanterre et à Paris-Dauphine, sur des questions notamment d'IA, de formation, enfin sur beaucoup de sujets. Donc c'est un cycle qui s'inscrit, je dirais, dans une continuité. Alors on a parlé de faire humanité ensemble autour des questions de RSE. Tu étais présent, Laurent, à cette conférence avec Souleymane Bachir Diagne de l'Université de Columbia. L'année dernière, on s'est intéressé à la question du temps. On a posé la question, avons-nous le temps? Je ne sais pas si on a répondu, en tout cas on a pris le temps de la poser. Et c'était très intéressant avec un astrophysicien, une philosophe et une économiste. Et puis, alors si je vais redonner le titre, tout compte fait, parce que c'est quand même intéressant, ce soir on va parler de science et société à l'heure de la désinformation. Et on va s'intéresser à cette question cruciale. Alors, je vais faire bref, je voudrais remercier donc chaleureusement nos partenaires de Nantes Université, Philippe Devilliers, qui, à la technique, va nous permettre de diffuser en direct cette séquence sur la chaîne YouTube d'INRAE. Et puis, ce sera bien sûr en replay et en rediffusion pour pouvoir poursuivre effectivement tous les échanges et puis, bien sûr, nourrir la réflexion de nos collectifs. Je te remercie, Samuel. Vous allez le voir apparaître sur scène dans quelques instants, Samuel Lacroix, donc, qui est journaliste à Philosophie Magazine, mais plus particulièrement aujourd'hui à Sciences Humaines. Tu avais animé la séquence de l'année dernière et tu vas nous guider pendant cette soirée. Les intervenants, Laurent Devime, qu'on vient d'entendre, vice-président transformation écologique et médiation scientifique à Nantes Université. Guillaume Cuny, qui est chercheur au sein de l'UMR Droit et Changement Social à la Maison des Sciences de l'Homme de Nantes. Mathieu Bouffard, astrophysicien, qui doit être juste derrière, qui est également au laboratoire de planétologie de géosciences de l'Université de Nantes. Et Lucie Gillot,
de la mission agro-biosciences d'INRAE, spécialiste de la mise en débat des questions sciences et société. Et je pense, Samuel, que vous allez vous représenter plus en détail dans quelques instants. Alors, vous avez accepté de croiser vos points de vue sur un sujet qui nous concerne tous, à la fois comme scientifiques, comme professionnels de la recherche, mais aussi bien sûr comme citoyens. Alors fondamentalement, cette question dépasse le seul cadre académique. La science parle-t-elle encore à la société? La société écoute-t-elle encore la science? Le dialogue est-il altéré, plus exigeant et durablement compromis? Dans un monde marqué profondément par la complexité, les crises systémiques, les tensions démocratiques, le lien entre science et société peut-il nous aider à surmonter les difficultés que nous traversons? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir, une réflexion collective et croisée à laquelle nous vous invitons à participer, à échanger avec nous. Alors je vous souhaite une très bonne conférence, stimulante, ouverte et bien sûr inspirante, puisque c'est l'objet de ce cycle. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette conférence relative effectivement au dialogue difficile entre la science et la société. On est parti pour une bonne heure de discussion, à l'issue de laquelle vous pourrez intervenir et poser vos questions. Alors, depuis quelques années, effectivement, le sentiment s'est installé d'un dialogue de plus en plus difficile entre la science et la société. La société n'écouterait pas ou plus la science, et peut-être inversement, la science n'écouterait pas ou plus la société. On parle pêle-mêle de fake news, de post-vérité, de théorie du complot, mais aussi de montée du relativisme, de retour du religieux, et même d'une nouvelle dynamique de ce qu'on appelle parfois les parasciences, c'est-à-dire l'ésotérisme, l'astrologie ou la sorcellerie. Sorcellerie à laquelle croiraient 40% des moins de 35 ans, d'après une étude menée en 2020 par la Fondation Jean Jaurès. Donc la distinction ancestrale entre le savoir et l'opinion ne semble plus aller de soi. L'autorité de l'expertise scientifique non plus, de même qu'il existe un climato-scepticisme, il y aurait un sciento-scepticisme grandissant. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? L'apparition des réseaux sociaux, les 2 élections de Donald Trump, la pandémie de Covid ou encore les entreprises de désinformation en provenance de Russie et autres États hostiles ou alors d'influenceurs faiseurs de doutes aux contours flous semblent avoir singulièrement accéléré les choses. La science peut-elle se tirer de cette situation, de l'indifférence ou de la défiance qu'elle suscite, et jusque parfois aux attaques frontales menées par exemple par l'administration Trump aux États-Unis ou l'administration Milei en Argentine? La science, par ailleurs, a-t-elle elle-même une part de responsabilité dans la situation? Et ne prend-elle pas le risque, en pointant le caractère déraisonnable ou irrationnel de concitoyens, de se placer un peu en surplomb, de confondre conspirationnisme et scepticisme ou dubitationnisme sain et fécond? Enfin, si elle accepte l'autocritique, ne risque-t-elle pas de nuire encore plus à son image déjà dégradée? Voilà. Comment, en somme, rétablir une discussion constructive, fondée sur les faits et l'exactitude, sans nier les doutes et les questionnements citoyens qui font aussi la vivacité de la discussion démocratique? Pour en parler ce soir, ils ont été présentés juste avant. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous 4 scientifiques et chercheurs de Nantes Université.
Donc Mathieu Bouffard, juste à ma gauche, qui est astrophysicien et qui est notamment engagé dans le collectif Labo 1.5, qui vise entre autres à réduire l'empreinte des activités de recherche sur l'environnement. Ensuite, à côté, Guillaume Cuny, qui est sociologue, notamment de l'éducation, et qui est investi dans le projet Démocratie universitaire, avec également une recherche en cours sur le rapport des étudiants à la vérité. À côté, encore Lucie Gillot, donc on l'a dit, chargée de la programmation des débats à la mission Agrobiosciences. Et Laurent de Vim, que vous avez entendu un peu plus tôt, qui est urbaniste et vice-président en charge des transformations écologiques et des médiations scientifiques à Nantes Université. Donc, je vous propose de commencer par une partie assez simple, de constat et de diagnostic de ce qu'on avance, ce tableau un peu sombre quand même. Comment les uns, les unes et les autres, vous percevez ce dialogue qui est un peu plus difficile qu'avant entre la science et la société, à la fois peut-être en tant que citoyen et en tant qu'enseignant-chercheur? Est-ce que Laurent de Vim, vous qui avez introduit cette conférence, vous voulez bien commencer sur votre ressenti personnel sur cette question? Merci. C'est bon? Non, ça n'est pas bon. Je peux vous passer le mien sinon. Est-ce que c'est mieux? Toujours pas. Non. Bon, peut-être qu'en attendant, je vais vous passer le mien. Il y en a peut-être un deuxième. Merci. Bon, bah alors ça doit marcher, sinon c'est un problème du locuteur, et donc là, ça permet d'en disqualifier. Hein. J'ai envie de dire peut-être, oui, et sur cette manière de comment on est concerné ou comment on était touché par cette question, probablement que de mon côté, ça vient de discussions avec des enfants, avec mes enfants, mes propres enfants probablement, et d'une pluralisation, en gros, des sources d'information. Et ça, Samuel l'a évoqué en introduction, je dirais que les influenceurs, les youtubeurs, les experts, sans qu'on s'interroge plus que ça sur les experts, comme des lobbies. Tout ça est un peu déroutant quand on a pour vocation ou profession d'être un enseignant-chercheur. Et donc une forme de confrontation accentuée, je ne dirais pas que c'est forcément nouveau, de dérégulation du champ des producteurs de savoir. Et donc ce risque accru d'un anything goes, quoi. En gros, tout est acceptable, et une confusion, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, entre liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté académique. Ça, je pense que ce serait intéressant qu'on y revienne. Donc sûrement cela, et puis voilà, tout ça vient perturber un imaginaire peut-être, ou en tout cas une représentation qui est le savoir versus l'opinion. Ce dualisme, il est peut-être commode, mais il est sûrement trop commode. Et à mon avis, il faut le remettre en question. Mais évidemment, si votre imaginaire est celui, je pense que ce n'est pas tout à fait celui partagé ici, du professeur des écoles de la Troisième République qui livre le savoir à des ignorants, évidemment, c'est assez perturbant de se retrouver dans cette position. Et puis, ce premier point sûrement, et puis un autre évidemment très percuté par le contexte géopolitique évoqué, par ce qui se joue aux États-Unis, en Argentine auparavant, où en gros, moi je me dis, on voit bien qu'un certain nombre de sciences dérangent. Elles dérangent fondamentalement les pouvoirs, et ça, c'est pas nouveau. C'est un collègue, Didier Fassin, qui dit finalement, qui proposait dans une réflexion récente sur la liberté académique, et qui disait finalement, fondamentalement, nous sommes payés pour déplaire. Alors on voit bien en effet qu'un certain nombre de disciplines scientifiques sont concernées par le fait qu'elles déplaisent à un pouvoir politique de moins en moins démocratique dans un certain nombre de pays. Donc ça, c'est sûrement le deuxième temps qui me fait percuter en fait sur ce problème-là. Et puis c'est vrai que comme vous nous invitiez à discuter, à dire qu'est-ce qui se passe dans nos classes, ou comment, comme formateur, comme enseignant-chercheur, on peut rencontrer cet élément, je ne dirais pas que de mon côté, qu'on rencontre auprès des étudiants en architecture ou en urbanisme pour ce qui me concerne, une défiance par rapport à la science. Je ne le dirais pas comme ça. En revanche, souvent, une désorientation par rapport à la multitude des savoirs auxquels on accède si facilement par un double clic
dirait notre ami Bruno Latour. C'est ça le problème. Et je dirais que ce n'est pas tant un changement de paradigme, on verra, hein, peut-être qu'on a des perceptions différentes de ça, mais en tout cas d'une perte dans l'audition de ce que peuvent apporter les sciences, quoi. Une sorte de perte du canal auditif. Ce n'est pas un changement paradigmatique, c'est une perte dans le canal auditif, et notamment par cette pluralisation qu'on évoquait. Et le fait qu'on pense de plus en plus que le savoir, c'est un contenu qu'on peut dissocier de toute forme de transmission, de traduction. Et à mon avis, c'est ce sur quoi on va pouvoir beaucoup travailler derrière, parce qu'on a une croyance dans le fait qu'on pourrait dissocier les savoirs de leur contexte d'élaboration, d'énonciation, de réception. Et c'est probablement cette croyance-là qui nous fait perdre les pédales, ou qui peut faire perdre les pédales à des jeunes qui débarquent dans l'enseignement supérieur, qui viennent se former, et qui sont probablement perplexes face à ce qui prendrait du temps. Moi, je pense que c'est ce qui me frappe le plus, probablement, c'est comment mettre en avant les vertus de prendre son temps, ralentir, faire l'expérience d'être traversé par un savoir. Ça n'est pas du double clic. Voilà. Très bien. Alors, Mathieu Bouffard, je vous ai vu opiner du chef à l'intervention de Laurent Devim. Alors, oui, on va falloir passer le micro comme ça. Très bien. Qu'est-ce que vous inspire cette idée qu'il n'y aurait pas nécessairement une défiance un peu franche et active, mais une espèce de désorientation par rapport à une multiplicité de savoirs qu'on n'arrive pas forcément à hiérarchiser les uns les autres? Oui, je partage un peu ce constat, hein, qu'a fait Laurent. Moi, donc, en tant qu'enseignant-chercheur aussi, bon, j'ai un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes. Alors, je n'ai pas fait d'enquête vraiment dédiée à cette question. En revanche, je fais des enquêtes qui sont plutôt sur le volet de l'éco-anxiété, de la capacité à agir autour des enjeux socio-écologiques. Et on a posé avec ma collègue Marie-Laure Parmentier quelques questions. À quel point est-ce que vous adhérez aux affirmations suivantes? Donc, le changement climatique est réel, le changement climatique est un complot, la gravité du changement climatique est exagérée. Enfin, on avait posé un certain nombre de questions comme ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la majorité affiche une opinion qui est à peu près celle du consensus scientifique, mais qu'on relève des traces de doute quand même qui sont présentes, et c'est d'autant plus intéressant que il y a quand même un socle maintenant au lycée qui s'est développé sur ces questions, donc ils ont quand même des cours, voilà, un certain nombre de savoirs qu'on leur donne sur ces questions au lycée, donc c'est un peu étonnant que finalement j'ai 65%, donc une majorité quand même, qui répondent 5 sur 5 à la question pensez-vous que le changement climatique est principalement d'origine humaine? Donc, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 35% qui répondent 4 ou moins, et il y en a peut-être 10% qui répondent voilà, beaucoup moins que, voilà, plutôt 1, 2 ou 3, quoi. Donc c'est pas une majorité, mais on voit des traces un peu de doute, malgré l'éducation qu'ils et elles ont pu recevoir au lycée. Et puis, dans des témoignages plus informels que j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui réclament à être davantage formés à l'esprit critique, en disant, effectivement, des fois, on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et alors, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une grande défiance envers la science, notamment parce que le fait de choisir des études scientifiques, probablement, on peut supposer que c'est associé à une plus grande confiance envers la science, hein. Mais donc voilà, je suis assez aligné avec le constat que tu partageais. Ouais, ouais. On dit aussi que, enfin en tout cas à mon époque, je ne sais pas si c'est vrai que le choix des filières scientifiques se faisait parce que c'était là qu'il y avait les débouchés, pas seulement que c'était une espèce d'adhésion pure et simple, mais c'était là que les métiers d'avenir, c'était les filières d'avenir par rapport à la filière économique et sociale et par rapport à la filière littéraire. Euh, Guillaume Cuny, par rapport à ce qui est dit, notamment sur les formations à l'esprit critique, vous avez une recherche en cours sur le rapport des étudiants à la vérité. Comment, voilà, à la fois sur votre expérience de citoyen et d'enseignant-chercheur, et notamment avec une recherche en cours, vous percevez un petit peu ce qui vient de se dire? Du coup, ma première entrée dans le sujet autour de la désinformation, elle est aussi plutôt dans la sphère intime. C'est plutôt des discussions en famille qui m'ont vraiment fait ressentir un trouble par rapport à cette question du savoir.
Et justement, en fait, on est déjà dans le lien science et société, c'est-à-dire que je suis en famille, j'ai une discussion, et cette discussion, elle m'amène à me poser une question, parce qu'il y a un désaccord et il y a un malentendu. Et j'ai envie de comprendre d'où vient ce malentendu, et du coup, je me mets à réfléchir là-dessus. Et on va dire que le souvenir voilà, qui me vient en tête quand je pense à l'esprit critique, à la désinformation, c'est très désagréable de regarder la télé avec moi. Il faut le savoir, mes parents détestent ça, parce que je suis sans cesse en train de critiquer euh, le traitement de l'actualité. Et donc je suis sans cesse en train de dire ah, c'est biaisé, ah, je ne l'aurais pas présenté comme ça, à tel point que j'ai souvent entendu ma mère me dire mais du coup, qui est-ce qu'on peut croire? Et cette question-là, j'ai buté dessus. J'ai buté dessus parce que je comprenais d'où venait son interrogation, son mal-être peut-être, et je refusais l'idée qu'on ne puisse croire personne ou qu'on puisse balayer d'un revers de main toute proposition émanant d'institutions de scientifiques. Donc la réponse était bien plus nuancée que on ne peut plus croire personne. Donc voilà pour ce qui est de la sphère intime. Et ça a résonné par la suite dans mon itinéraire professionnel, puisque j'ai été recruté là il y a 1 an sur un post-doctorat dans lequel je travaille à... c'est compliqué de le dire assez rapidement, mais en gros, ce qui va m'intéresser, c'est l'université est invitée à devenir un lieu de développement des compétences critiques. C'est une proposition du Conseil de l'Europe. Dans son texte sur la liberté académique, il faut former des étudiants, des enseignants et des personnels dotés d'esprit critique. Alors, juste pour la petite nuance, j'essaye d'éviter de dire esprit critique et j'explique tout de suite pourquoi, parce que l'esprit critique laisserait planer l'idée selon laquelle il y aurait quelque chose d'inné, un petit peu de nébuleux autour de la vigilance qu'il faut accorder à l'information. Je me contrains à employer plutôt le terme de compétence critique, parce que justement, en sociologue de l'éducation et en tant qu'enseignant, je postule qu'on peut travailler sur ces compétences-là. Donc dans ce post-doctorat autour du rapport des étudiants à la vérité, j'ai réalisé une enquête par questionnaire auprès des étudiants de Nantes Université et j'ai donc enquêté sur 2500 étudiants à l'aide d'une liste d'assertions sur lesquelles les étudiants devaient se positionner, d'accord, pas d'accord, pour mesurer, et ça pose des questions méthodologiques très intéressantes, leur adhésion à la désinformation. Mon hypothèse principale, c'est de dire que tous ne sont pas armés de la même manière pour faire face à la désinformation, qu'il y aurait donc des déterminants pour faire face justement à ce discernement informationnel. Et ce que montre une enquête qui est celle que vous citiez tout à l'heure, Samuel, l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, on aurait, selon les disciplines, des taux d'adhésion qui varieraient en fonction des disciplines de rattachement. Et des disciplines comme le droit et la médecine montrent des forts taux d'adhésion aux fausses informations, en tout cas de plus forts taux d'adhésion que dans d'autres disciplines, comme les sciences humaines et sociales, comme les arts, etc. À partir de ce constat, je m'interroge, qu'est-ce qui fait que dans certaines disciplines, il y ait plus ou moins d'adhésion à ces fausses informations? Qu'est-ce qui, dans la discipline, fait que? Et moi, en tant que sociologue, je suis bien placé pour savoir que ma discipline, elle est aussi marquée par son histoire. La sociologie, c'est une discipline qui a eu du mal à s'institutionnaliser comme science et qui a du coup fait un effort pour montrer aux yeux des autres qu'elle était scientifique. Et voilà, je m'arrête là-dessus. Oui, sinon vous alliez partir, j'ai senti.
Oui, oui, en tant que journaliste à la revue Sciences Humaines, c'est une question qu'on a très souvent, la scientificité des sciences, parfois qualifiée de molle. Et effectivement, d'ailleurs, l'administration, enfin les gouvernements autoritaires les attaquent plus particulièrement en disant qu'elles ne servent à rien. Euh, Lucie Gillot, vous êtes au cœur des relations entre la science et la société, avec votre participation à la mission agrobiosciences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité et des éventuelles évolutions que vous auriez pu ressentir ou pas d'ailleurs ces derniers temps? Est-ce que vous avez noté notamment une hausse des controverses, euh, un effritement de la confiance entre les différents acteurs du débat dans les débats publics que vous organisez? J'ai combien de temps? Non, Prenez le temps. je vais peut-être préciser ce que c'est la mission agrobiosciences, parce que je pense Oui. que sinon mon propos va être totalement illisible. La mission agrobiosciences, c'est une unité de service d'INRAE, donc ce n'est pas une unité de recherche. C'est une unité qui a en charge l'instruction de ce qu'on appelle les questions socialement vives, qui touchent les domaines de compétences de l'Institut, donc l'agriculture, l'alimentation, les sciences et techniques du vivant et l'environnement. Donc ça, c'est pour la partie théorie. Et la pratique, en gros, c'est le débat OGM, la question des débats autour de la viande, le clonage, j'en passe, vous pourrez faire la liste vous-même. La structure, elle a été créée en 99. En fait, je le précise parce que ça fait 25 ans qu'on essaye d'organiser en fait, des médiations sur ces questions-là par le biais du débat multi-acteurs et par le biais de la controverse. Donc, j'en viens à la question de la controverse. C'est-à-dire comment donc la controverse, c'est juste une discussion argumentée entre des personnes qui n'ont pas la même analyse de faits, mais on s'entend quand même sur des faits et on s'entend sur l'idée d'en discuter. Et notre point de départ, c'est de se dire que instruire la controverse, discuter des controverses, ça permet, d'un point de vue démocratique, d'avancer sur ces questions-là et de comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas trop vite, ça va. Si je ne suis pas claire, il faut me le dire. J'ai l'impression que c'est clair. D'accord. Est-ce que dans ce cadre-là, il y a plus de controverses? Théoriquement, je dirais non, parce qu'en fait, la controverse, c'est le fonctionnement normal de la science. Donc ça existe depuis que la production de savoir scientifique existe. Donc en fait, de ce point de vue-là, je suis désolée, je vais répondre par la négative. Par contre, effectivement, on peut se poser la question de l'émergence de controverses sociotechniques, c'est-à-dire comment aujourd'hui la controverse, elle se déploie dans l'espace public parce que la production de l'avancée des connaissances vient bousculer en fait la société, mais parce que ce sont aussi des développements scientifiques qui concernent la société. Les OGM, c'est en fait aussi une application qui venait questionner la société dans les modèles sous-jacents à l'agriculture, les modèles économiques, de brevets, on pourra en discuter. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut dire qu'il y a plus de controverses sociotechniques, peut-être. En tout cas, il y a cette émergence-là depuis les années 70. Mais ce qui me semble peut-être important, et j'en finirai là, c'est que vous avez parlé dans votre introduction du mot « écouter ». Et en fait, peut-être que ce qui est plus inquiétant de mon point de vue, c'est pas tant l'existence des controverses sociotechniques qui sont finalement quelque chose d'intéressant du point de vue démocratique que la multiplication des polémiques qui, en fait, n'ont pas du tout la même visée. Il s'agit juste, on ne discute pas des faits dans la polémique, on cherche juste à faire en sorte que l'autre n'ait plus de légitimité pour s'exprimer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie multiplication des polémiques qui interroge en fait, et qui interroge en premier lieu la science. D'accord. Oui, oui, c'est intéressant de faire la distinction conceptuelle entre controverse et polémique, effectivement. Guillaume Cuny, je reviens à vous parce que quand même avant de passer à une partie qui serait peut-être plus qui concernerait la question de savoir dans quelle mesure une critique sociale de l'expertise scientifique est légitime et saine, après tout, et les controverses au sein d'Agrobiosciences peuvent en faire partie. Il faut peut-être faire justement, comme Lucie Gillot vient de le faire, un certain nombre de clarifications conceptuelles. Parce que pour comprendre le mécanisme de déploiement du phénomène, il faut aussi essayer d'écarter, dans la mesure du possible, peut-être un flou ou une confusion entre les notions de fake news, de désinformation, de théorie du complot, de propagande. Voilà, de quoi s'agit-il? Comment faire une différence
assez nette, si on peut, entre, par exemple, conspirationnisme et scepticisme. Oui, je pense effectivement qu'une clarification conceptuelle s'impose. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'était un peu l'objet de nos discussions quand on préparait la séance en amont, de savoir quel terme on allait employer, désinformation, fake news, post-vérité. C'est vrai que l'emploi, il y a beaucoup de termes différents qui circulent et on peut se demander s'ils sont tous équivalents, ces termes. Et donc, il me semble que pouvoir délimiter ce qu'est une fake news, une théorie du complot, de la propagande, c'est important pour pouvoir justement retrouver un peu des contours et puis aussi penser aux usages, à quoi ça sert. Parce que c'est pas la même chose de sciemment poster une fausse information que de désinformer, mais finalement par ignorance. Et donc ça pose aussi la question de l'intention qu'il y a derrière. Et je pense que ce qui est menaçant d'un point de vue plutôt de la société, ce sont ces informations qui sont erronées, mais que l'on va partager sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout en sachant qu'elles sont fausses. Pour le reste, pour ce qui n'est pas sciemment faux, enfin sciemment partagé en sachant que c'est faux, eh bien on peut se demander sur qu'est-ce qui fait que l'information elle est de mauvaise qualité. Et à ce titre, je voudrais aussi parler du cadre dans lequel l'information elle est créée. Et est-ce que le cadre il permet de créer une information qui est est-ce qu'il y a les conditions pour que l'information elle soit de qualité? Exemple, si je suis scientifique et que je vais m'exprimer dans les médias, par le fait même que une intervention est limitée dans le temps, que j'ai d'autres invités avec moi, etc., je ne vais pas forcément pouvoir dérouler ma pensée comme je le veux. Et du coup, la qualité de l'information que je vais vouloir transmettre, elle va forcément en sortir pénalisée. Et donc, est-ce que c'est équivalent à une fake news? Peut-être pas, mais dans les effets que ça a, ça peut avoir quelque chose de similaire. Mathieu Bouffard, sur cette question de la désinformation et de sa création délibérée ou non, c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi, je crois. Réfléchissez beaucoup dire, mais non, mais à la Boin.5, je participe à des décryptages d'articles scientifiques et on en avait décrypté un récemment qui était un article de review qui faisait une revue de la littérature sur la manière dont la désinformation, alors sur la thématique climatique, se construisait. Et je pense que ce qui est important quand même d'avoir en tête, il ne faut pas être naïf sur le fait que, en tout cas je vais parler pour ce que je connais un peu mieux, qui est la question climatique, il y a quand même des stratégies organisées de désinformation. Donc cet article-là, il identifiait toute une série d'acteurs, il y avait... alors, il y avait quelques scientifiques dissidents, effectivement, qui participaient, mais c'était relayé par des médias. Il y avait tout un ensemble d'acteurs qui étaient des compagnies, des entreprises privées, notamment du secteur des énergies fossiles. Il y avait des organisations conservatrices ou religieuses, des think tanks. Il y avait aussi des personnes, enfin des citoyens qui s'expriment sur les réseaux, etc. Donc il y a beaucoup d'acteurs, mais derrière, il y a des réseaux de désinformation qui sont financés de manière de plus en plus opaque d'ailleurs, avec des fonds qui viennent parfois de l'industrie fossile, parfois d'organisations conservatrices, etc. Enfin, donc il y a vraiment quelque chose d'organisé. Il y a le fonctionnement des réseaux sociaux également, avec de plus en plus aussi de bots, mais aussi des personnes, il y a des astroturfeurs, j'ai appris ce mot-là, des personnes qui vont participer à créer l'illusion qu'il y a une adhésion massive à un propos, à une théorie, voilà, qui vont inonder un peu de posts, avec des faux comptes, et puis qui vont donner l'impression qu'il y a une communauté derrière qui adhère à ces propos. Bon voilà, et on pourrait continuer pendant un moment à énumérer un peu toutes ces stratégies, mais voilà, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est pas juste qu'à un moment donné, enfin c'est aussi ça, mais il y a vraiment des stratégies organisées d'assez grande ampleur parfois. Et puis il y a aussi dans les acteurs, j'ai pas mentionné, mais il y a aussi des États évidemment maintenant qui participent à ces stratégies-là. Voilà.
ça me paraissait important de le rappeler. Très bien, oui, merci beaucoup. Laurent Devime, Lucie Gillot évoquait le fait que la science, c'était la controverse. Comment, voilà, ne peut-il pas exister une critique sociale légitime, saine et féconde de l'expertise scientifique, et comment la distinguer, comment distinguer presque la bonne critique de la mauvaise critique, de la manière dont la science se fait et de la posture d'autorité qu'elle déploie? Alors moi, je souscris totalement à ce que disait Lucie tout à l'heure sur cette différence assez fondamentale de la polémique et de la controverse. Le projet qu'on a porté à Nantes Université il y a 1 an et demi maintenant pour accentuer ça s'appelle Forger. C'est la question de la forge des controverses, c'est de réhabiliter le rôle de la controverse scientifique pour éclairer du débat public. Donc vraiment, c'est ce que disait Lucie tout à l'heure, et je pense qu'il faut en donner beaucoup d'exemples pour montrer que c'est productif et que partir de conflits sociotechniques et faire passer des controverses dans les conflits sociotechniques, ça fait grandir tout le monde. Ça, je suis assez convaincu, on pourra peut-être y revenir. Cette question de la critique, il me semble qu'il y a cette question peut-être de la critique sociale des sciences, mais de la critique de science, on en manque même. Et c'est la raison pour laquelle j'avais amené mon petit livre. J'y ai pensé hier en me disant « Ah, mais bien sûr, rappelons ce qu'a fait Bruno Latour quand il faisait sa chronique d'un amateur de science pour le magazine La Recherche. Ça date d'il y a presque 30 ans maintenant. Et ces chroniques, elles sont reprises dans ce livre édité aux Mines Paris, les presses des mines. Bruno Latour partait quand même de cette idée que depuis 25 ans, on assiste à une forte remise en cause d'ailleurs des savoirs scientifiques dans beaucoup de domaines, avec de la controverse, avec de la dispute, avec de l'incertitude, et que c'est peut-être une bonne nouvelle, nous dit-il, si on se défait d'une habitude classique selon laquelle on aurait d'un côté des sachants et de l'autre côté des ignorants. Donc il a des réflexions intéressantes sur la question du rapport entre critique d'art et critique de science. On manque de critique de science. Il nous dit à un moment donné qu'en fait il nous faut des médiateurs au jugement critique. Et les scientifiques l'oublient parfois, ou l'ont peut-être un peu oublié pendant toute une période. Et puis je voulais, si on a le temps un peu, vous lire juste un petit passage de sa première des chroniques, où justement il pose la question de mais est-ce qu'il nous faut des critiques de science et pour quelles raisons et qu'est-ce que ça peut être. Alors il nous dit finalement on pourrait avoir une première position et qu'on peut entendre aujourd'hui, que l'on peut voir, qui est de dire on aurait, alors il parle de la critique d'art qui juge par un bavardage indéfini des goûts et des couleurs, et le savoir qui permet de mettre fin aux interminables discussions par un jugement indiscutable. Dans cette optique, l'amateur de science n'est au mieux qu'une mouche du coche, au pire un imposteur. En tout cas, il n'a pas sa place dans un journal scientifique. C'est Bruno Latour qui est en train de se dire quelle est donc ma place, qu'est-ce que je peux éclairer dans le magazine La Recherche puisqu'on me confie une chronique. Et il dit derrière, c'est une autre position que celle que j'explore. Il n'est plus vrai de dire qu'il y aurait d'un côté les chercheurs qui courraient le risque de l'expérience pour asseoir leurs résultats, et de l'autre le public qui devrait patienter au dehors jusqu'à ce que les faits soient assez mûrs pour qu'ils en prennent connaissance. Les temps ont changé, et avec eux les rapports du savoir indiscutable et du jugement discutable. Nous sommes tous embarqués dans les mêmes expérimentations collectives, qu'il s'agisse de génétique, de météorologie, d'écologie, d'informatique ou d'économie. Autrement dit, nous sommes tous amenés, à titre ou à un autre, à faire de la politique scientifique. Qu'il s'agisse de choisir sur une étagère un sachet de soja génétiquement recombiné, de subir ou non une opération risquée, d'abandonner notre voiture diesel, de nous faire prélever du sang, de passer à la monnaie unique, vous voyez, ça date un peu. Nous nous trouvons au cœur de controverses scientifiques, juridiques, techniques, légales, obligés d'imaginer un programme de recherche et d'apprécier les savoirs par d'autres qualités que le vrai et le faux. Et alors, je le trouvais intéressant en le relisant hier soir, y compris parce qu'il nous rappelle mais qu'est-ce que font les scientifiques quand ils examinent des programmes de recherche, quand ils font un travail d'expertise qu'on fait au quotidien? En fait, ils expriment leurs appréciations pas seulement sur est-ce vrai ou est-ce faux. C'est même bien loin de ça. Il le dit ailleurs, Latour, en fait, les scientifiques, ils parlent des programmes de recherche par pas mal d'autres qualités. Les programmes sont inutiles, nuisibles, chauds, froids, durs, mous, chers, tactiques, intéressants. Et il dit en fait, c'est ça qu'il faut aussi remettre en perspective pour éviter de retomber dans une opposition qu'il déteste, et qui est celle du mythe de la caverne, c'est ce qu'il rappelle dans un autre texte, ou encore d'un risque aujourd'hui qu'on pourrait entendre de scientifiques se disant en fait tout ça est trop compliqué.
il y a trop de pièges dans la sollicitation des médias, donc prenons du champ, prenons de la hauteur, replions-nous et puis on laisse passer l'orage, on verra bien une fois que ça sera passé. Mais ça ne sera jamais passé. Et la multiplication des sources de savoir, ce qu'on évoque tout à l'heure de troublant, est une nouvelle peut-être intéressante en fait pour que les scientifiques soient davantage proactifs dans l'idée de se saisir d'un préjugé, de se dire tiens on va aller le décortiquer comme tu commençais à le faire, ou comme quand tu nous dis Guillaume à la télé je suis insupportable parce que je défais tout ça, il vaut mieux partir de ça et les prendre au sérieux plutôt que de dire non non attendez tout ça c'est moi chercheur au CNRS, moi enseignant-chercheur dans telle université, j'ai un crédit supplémentaire. Et je pense que ça ne suffit pas aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est audible. Donc il faut parvenir, et peut-être qu'on viendra à des propositions. Comment faire pour aller vers ça? Alors c'est une forme d'optimisme, en fait, hein, sûrement que celle que j'exprime là. Mais en tout cas, ça se fonde certes sur ce qu'on évoque depuis tout à l'heure de l'inflation des réseaux sociaux, la bulle informationnelle, etc. Mais c'est aussi tout ce que pointent les sociologues des sciences et techniques sur ce que nous apprennent les pandémies, les controverses et le fait que le agir dans un monde incertain nous oblige quand même à sortir d'une posture qui serait de dire décidément nous ne sommes plus qu'une petite minorité à tenir dans l'océan. Et c'est un peu cette image que la tour nous aide dont la tour aide à nous défaire, il me semble. Très bien, merci. Alors, vous venez de dire que les scientifiques établissent moins ce qui est le vrai du faux, que des discussions effectivement très pratiques sur les programmes sont inutiles, nuisibles éventuellement. Lucie Gillot, par rapport à ces programmes inutiles et nuisibles, il est vrai que par ailleurs, on a observé de vrais cas de scandale, des épisodes peu glorieux qui ont entaché l'image de la science auprès du grand public. On peut penser récemment voilà, la pandémie de Covid, mais les OGM, la vache folle, le sang contaminé, les polémiques sur le nucléaire, c'est un peu comme ça. Je crois que la mission agrobiosciences est née en 1999. C'était aussi à partir de ces épisodes un peu difficiles pour la sphère scientifique. Oui, mais pas de cette manière-là. Je vais rebondir sur ce que tu disais, en fait, et ça va répondre à votre question. Je pense que ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire on est face à des objets complexes. Et face à des objets complexes, il faut à un moment donné prendre le temps, collectivement, quelle que soit notre position dans la société, c'est-à-dire qu'on soit acteur de la production de savoir, élu, membre d'une association ou simple citoyen, se donner la possibilité sur ces sujets compliqués et conflictuels d'aller au bout des argumentaires. Et ça, c'est le point de départ qui a été le nôtre en 1999. Ça a été de dire, on est en plein conflit OGM, on était au moment véritablement où cette question a fait irruption jusque dans les laboratoires de l'INRA. C'était l'INRA à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait dans les instituts d'INRA, enfin moi j'ai longtemps travaillé à l'INRA de Toulouse, il y avait des cafés OGM où les chercheurs eux-mêmes débattaient pour pouvoir comprendre ce qui se passait, pourquoi la société les interpellait. Donc ça, c'est des vraies questions qui ont bousculé. Et le parti pris qui a été le nôtre, c'est d'être des médiateurs du jugement critique. Je reprends l'expression qui a été donnée. C'est-à-dire, on a proposé au ministère de l'Agriculture et à la région de créer un espace neutre, un espace où justement cet espace d'échange puisse exister et donc d'organiser des débats où chaque acteur puisse soit interpeller et demander des précisions aux scientifiques, enfin aux généticiens en l'occurrence, mais aussi à des sociologues de l'alimentation pour savoir ce qui se passait, et à ces scientifiques d'entendre jusqu'au bout le cheminement de la pensée qui était celui de la société. C'était vraiment le pari qu'on a fait de dire il faut que les argumentaires aillent jusqu'au bout. Non pas en fait pour éteindre la controverse ou solutionner les choses, mais au moins véritablement pour aller au bout de la compréhension. Et en se disant, à partir de là, on peut reposer la question autrement et avancer collectivement sur ces chemins-là. Et je pense que cette perspective-là, elle demeure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on pose véritablement la question dans le débat qui place chaque acteur en situation d'inconfort intellectuel, c'est-à-dire qui l'oblige à sortir de sa logique de posture, on arrive à avancer collectivement. Je vais te donner un exemple, parce que sinon je pense que c'est totalement difficile à comprendre, mais
moi, je travaille avec un groupe d'agriculteurs qui est situé à Vic en Bigorre, qui s'est monté en association parce qu'en fait, ils souhaitent renouer le dialogue sciences et société sur leur territoire. C'est un territoire où c'est assez conflictuel, notamment sur les questions d'eau et de pesticides. Et donc, ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose autour des pesticides, qui est un sujet excessivement conflictuel et douloureux pour la profession. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et on a mis longtemps à trouver la question qui nous permette collectivement d'avancer. Et la question qu'on a soumise au groupe et qu'ils ont validée, on a fait le débat là-dessus en octobre, c'était pourquoi les agriculteurs, alors qu'ils sont les premiers victimes de ces substances-là, sont inaudibles ou en tout cas peu entendables dans le débat public. Pourquoi, en fait, ils ne s'expriment pas sur le sujet. Et on a fait venir une sociologue d'INRAE qui s'appelle Nadège Degbello pour du coup faire véritablement un débat public sur cette question-là là-bas. Et ça s'est très bien passé. Donc en fait, c'est aussi comment la question, quand elle met tout le monde en réflexion, déjoue en fait ces espaces de polémique enfermants qui font qu'on ne s'écoute pas et qu'on n'arrive pas à dialoguer, quoi. Mais il faut pouvoir trouver la question qui déjoue les tensions et les conflits. Est-ce que ça répond Oui, moi en tout cas, je suis content. On verra si le public. Alors Mathieu Bouffard et Guillaume Cuny, tous les deux, vous avez un engagement avec les initiatives comme Démocratie universitaire ou Labo 1.5. Est-ce que vous considérez que ces types d'initiatives qui relèvent de la science participative, de l'engagement du scientifique dans la société, peuvent être, à l'instar des tentatives de rétablissement de dialogue qu'on observe avec la mission Agrobiosciences, des premiers pas, et est-ce qu'ils peuvent être suffisants pour un rétablissement voilà, d'un dialogue qui puisse être un peu plus apaisé entre la science et la société? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, alors premier pas, d'accord. Oui, effectivement, c'est bien d'aller dans cette direction. Ouvrir la discussion, aller vers le public, prendre des risques, discuter dans des endroits où on n'est pas forcément attendu, écouter l'autre, ça, ce sont des choses importantes. Je dirais qu'il faut aussi se méfier par contre du petit dispositif. Je veux parler du gadget qui parsemé par-ci par-là un petit peu de médiation, d'action de médiation pour justement renouer ce dialogue qui ne peut se faire que dans la durée et dans la profondeur. Si on veut restaurer, si ça a été perdu, le lien entre science et société, alors il faut que ça se fasse dans la durée et il faut qu'il y ait une forme de continuité. Il faut que les étudiants à l'université notamment, eh bien, il ne faut pas que ce soit un module de 2 heures sur un cours où on va leur apprendre à détecter des images générées par IA. C'est très bien et je dis il faut le faire. Mais il faut que ce soit fait de façon plus durable et plus construite en concertation également avec les collègues. Donc voilà, est-ce que c'est suffisant? Non, mais oui, c'est souhaitable et il faut le faire. Très bien. Oui, Mathieu Bouffard. Ouais, moi, je vais dans le même sens. Enfin, comme je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, c'est extrêmement multifactoriel en fait cette question-là. C'est-à-dire l'essor de ce qu'on prend la question par l'angle qu'on veut, des fake news ou la désinformation, etc. En fait, c'est pas qu'une histoire de communication scientifique qui est insuffisante et défectueuse. Évidemment, il peut y avoir de ça, mais il y a beaucoup de littérature sur la question, mais ça s'enracine dans beaucoup de choses. C'est une défiance, enfin, le terreau de ça, c'est une défiance globale dans les élites et tout ce qui va être officiel. En fait, c'est quelque chose qui, voilà, ça c'est vraiment le terreau de base. Mais ça va être aussi tout l'appareil médiatique. Il y a de moins en moins, par exemple, aujourd'hui, de journalistes scientifiques dans les rédactions. Donc ça se. D'ailleurs, il y avait eu un projet qui, je ne sais pas si ça s'est réalisé, mais qui était porté par Bérangère Dubrul, une physicienne, qui voulait
mettre en place une école. Je ne sais pas si vous savez, il y a l'école des Ouches en physique, c'est une école qui est très connue. On fait pendant une semaine ou deux, voilà, c'est des écoles thématiques en physique. Et elle avait une idée que je trouvais très très bonne de faire une école des Ouches dédiée aux journalistes pour voilà, leur donner des éléments d'analyse quand il y a voilà, des statistiques, quand quand ils ou elles doivent relayer des articles scientifiques. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses de ce côté-là aussi. J'ai mentionné tout à l'heure toute l'architecture des systèmes d'information avec les réseaux sociaux, les logiques algorithmiques qui sont derrière, et puis des stratégies organisées avec des tas d'acteurs, d'institutions, d'entreprises, etc. Donc évidemment, là-dedans, la science, c'est un élément de tous ces acteurs et de tous ces rouages. Donc il faut à la fois endosser notre part de responsabilité et utiliser notre marge de manœuvre et en même temps accepter qu'on ne va pas tout résoudre, juste nous, scientifiques, ça serait un petit peu... et d'ailleurs, c'est intéressant parce la question est posée depuis le départ entre science et société. On pourrait presque y voir une espèce d'opposition entre les deux, alors que finalement la science c'est une composante enfin, de la société, on est complètement dedans, et ça rejoint cette posture un peu en surplomb que beaucoup de scientifiques adoptent, avec cette idée que la société ne nous écoute pas, etc. Voilà. Donc c'est bon. Et donc du coup, est-ce que des initiatives effectivement comme ça que vous avez mentionné, peuvent aider? Certainement, je pense que par exemple, vous avez mentionné les sciences participatives, et tu mentionnais aussi l'aspect de construire des choses sur la durée. Là, c'est un exemple où on construit quelque chose sur la durée, c'est-à-dire qu'en pratiquant la science en tant que citoyen, on apprend, on se forme un peu à la démarche scientifique, et puis on construit sur le long terme aussi une relation de confiance avec des personnes qui peut-être au départ n'étaient pas forcément familiarisées avec l'approche scientifique. Donc évidemment, on ne peut pas le faire partout et pour tous les sujets, ça n'aurait pas de sens, mais je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment à développer et à valoriser aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là, mais il y aurait plein de choses à dire, je pense, sur cette question. Bon, on va continuer avec les questions du public, mais j'aurais juste voulu, Laurent Devim et Lucie Gillot, l'un ou l'autre ou les deux, l'une ou l'autre ou les deux, par rapport à ce que vient de dire Mathieu Bouffard, c'est intéressant. La science est une composante de la société, certes, mais Laurent Devim, vous avez parlé quand même d'un air du temps, anything goes. Je crois que ça vient c'est une expression utilisée par Paul Feyerabend dans Contre la méthode, qui consiste à dire que bon, si après tout on n'est pas obligé non plus de suivre une méthode expérimentale pour arriver à une objectivité, une vérité qui nous convient. Bon, certes, la science fait partie de la société, mais le discours scientifique a une plus grande valeur en un sens que les autres types de discours. Comment on peut défendre ça sans craindre d'être arrogant ou d'humilier son interlocuteur? Alors, je pense que reconnaître que la science est dans la société, c'est déjà un grand pas, en effet. Et derrière, ça n'empêche pas qu'on puisse dire on a peut-être une responsabilité particulière, on délègue à la recherche publique, je pense que c'est important de le souligner, une fonction particulière et qui s'accompagne de règles. Tout à l'heure, on parlait de la liberté académique. Ça n'est pas la liberté d'expression, c'est une liberté professionnelle, la liberté académique, qui fait que on suit des protocoles particuliers. On met comme point d'honneur l'évaluation par les pairs et pas l'évaluation par une entité autre. On est sur la cumulativité, la réfutabilité, bon, tous ces éléments qui font un peu manuel d'introduction à la démarche scientifique. C'est peut-être sûrement pas par là qu'il faut commencer pour sensibiliser des étudiants, des élèves à cette question. Mais par contre, on peut le documenter en disant on fait quelque chose d'un peu différent des autres. En revanche, nous sommes une communauté d'explorateurs. Les éleveurs dont Lucie parlait, les habitants du quartier populaire sur lequel on se pose une question pour la transformation, ils sont détenteurs d'un savoir. Et a-t-on vraiment bien consulté tout le monde? Est-ce que les scientifiques ont eu cette perplexité suffisante? Tous les conflits qui ont pu exister autour que rappelait Lucie tout à l'heure viennent tout de même de défauts de consultation. C'est-à-dire qu'on avait oublié à un moment donné qu'il fallait peut-être qu'on pose la question à des non-humains de ce qu'ils pensaient de tels problèmes et comment on s'y prend pour le faire. Donc c'est vrai que ça a été un peu des remises en question de positions qu'on pourrait qualifier de scientistes, c'est-à-dire au-dessus de la société, à côté de la société. De ce point de vue, l'essor relatif, parce que pas tellement financé non plus,
des sciences participatives, des recherches participatives. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, on n'en fait pas dans toutes les recherches non plus. C'est tout de même la voie pour qu'on puisse expliciter ce que c'est qu'une démarche scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un protocole de recherche, qu'est-ce qu'une enquête. Et en fait, de ce point de vue aussi, cherchons des alliés, il me semble. Nous, scientifiques au sens large, on partage à peu près ces mêmes qualités avec les journalistes. Il en manque de plus en plus des journalistes d'investigation, des journalistes scientifiques, ou avec les juges. Les trois, ils sont dans une quête de vérité, me semble-t-il. Les trois sont quand même sérieusement malmenés en tant que collectif. Mais en revanche, si on arrive à construire de l'alliance, notamment avec ces professions, il me semble qu'on peut être un peu plus audible et éviter notamment le ping-pong entre les chercheurs et les journalistes. Alors ça, c'est un grand classique, hein, personne ne se comprend. Et on est dans l'immédiateté, le présentisme, donc ça ne va pas du tout pour la recherche. Certes, mais on voit bien des initiatives. Il y a un réseau expertise climat qui peut essayer de dépasser ça. Voilà, il y a des collectifs qui peuvent être des collectifs scientifiques, qui peuvent être des collectifs associatifs, qui nous montrent une voie de peut-être de retrouver un peu d'audition. Je parlais de perte du canal auditif tout à l'heure. À mon avis, c'est peut-être un peu ça le sujet. Lucie Gillot, pour finir, cherchons des alliés. Vous en trouvez des alliés pour les Non, je vais débats peut-être, si je peux me permettre, réagir aux propos de Laurent, parce que je ne suis pas complètement d'accord. Voilà, je vais lancer le débat, comme ça vous pourrez abonder derrière. Je ne sais pas si c'est vraiment un défaut de consultation, en fait, ou si, finalement, enfin, quand je repense au conflit OGM, parce que je me suis replongée dedans il y a quelques semaines, Bernard Chevassieux-Louis, qui est généticien, qui a présidé l'INRA et qui a présidé l'INRA juste avant que le conflit démarre en 1996, a fait une analyse il y a peu de temps du conflit OGM, et en fait, il disait les scientifiques expliquaient comment ça marche et la société demandait à quoi ça sert. Et en fait, je pense qu'il y a surtout aussi cette espèce de non-concordance je sais pas comment dire, des discours. En fait, il y a un peu, c'est pas un fossé, c'est en tout cas les gens ne parlaient pas le même langage et il n'y avait pas d'espace en fait pour justement pouvoir s'expliquer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste et qui est important parce qu'à partir du moment où les choses justement se précisent, finalement, on voit que les désaccords sont pas toujours là où ça se passe. Et puis, il y avait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le préciser, il y a eu, à partir des années 70 et surtout 90, en tout cas pour l'Institut, une remise en cause de la notion de progrès. C'est-à-dire que c'était dit que la science allait forcément apporter du progrès. Et en fait, l'arrivée de ce qu'on appelait la technoscience est un peu venue bousculer tout ça, ce qu'a grippé la machine, en tout cas le contrat social qu'on avait initialement. Et pour finir, je vais quand même finir sur quelque chose de positif. Moi, je travaille à la mission Agrobiosciences depuis 2004. Et du coup, pour préparer cette rencontre, je me suis dit, qu'est-ce qui a changé quand même depuis 2004 Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a quelque chose qui reste et qui, moi, me rend optimiste. C'est que je trouve qu'à partir du moment où on fait œuvre de complexité dans les explications qu'on a et dans les débats qu'on mène, les gens nous suivent. Et j'ai relu il y a peu de temps des actes qu'on éditait en 2009-2010, parce qu'on nous dit souvent qu'il faut vulgariser, il faut simplifier. Et je me disais, comment on écrivait, nous, il y a 20 ans? Et en fait, on était sur un langage aussi délicat et précis qu'aujourd'hui. Et je crois que le public, en tout cas les gens qui venaient débattre avec nous, ce qu'ils aimaient, c'était ça. C'était ce degré de complexité et de nuance qu'on a un peu parfois tendance à oublier quand on veut vulgariser, on veut faire simple. Et en fait, il faut quand même prendre le temps de rentrer dans le détail et la nuance. En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai. Très bien. Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'ai eu l'impression. Sinon, on passe aux questions du public. Peut-être, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on a un peu aussi dans une approche un peu d'argument d'autorité de la science, l'idée que les arguments scientifiques, ce sont un peu des faits, comment dire, bruts et têtus, pour reprendre... pour paraphraser Bernadette Bassot de Vincent, mais qui s'imposerait comme ça à n'importe quel observateur un peu attentif, quoi, qui suffirait de... Voilà. Et en fait, dans certains cas, c'est effectivement le cas, mais sur la plupart des sujets un peu compliqués, sur le changement climatique, la science ne s'impose pas comme ça. C'est un ensemble de faisceaux, un faisceau convergent, mais avec plein de preuves, etc., mais qu'il faut décrypter, qu'il faut analyser, et c'est pas du tout...
évident en fait au premier abord comme ça. Il n'y a pas un argument massu ou pof, ça s'impose à tout le monde pourvu que vous soyez un peu logique quoi. Et donc il vaut mieux ouvrir la boîte noire, expliciter justement la complexité, les modèles, les hypothèses, les éléments qui sont convergents, les éléments qui résistent à l'analyse critique, ceux qui sont plus émergents, ceux qui sont moins solides. Il vaut mieux expliciter ça, d'autant plus que, par exemple, des stratégies climato-dénialistes vont consister à se réclamer de la science, justement, à dire, il y avait ce film, La vérité froide, The Cold Truth, voilà, c'était eux aussi se réclament de la vérité et de la science avec finalement les mêmes types d'argumentaires. Donc on va pas s'en sortir en fait juste en utilisant tout le temps l'argument d'autorité. Voilà, voilà, je veux juste compléter là-dessus. J'arrête là-dessus. Non, mais très bien. Si il y a des questions dans la salle ou si je crois Walter a des questions en ligne, je peux passer mon micro. Bonsoir. Non. Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je suis audible? Ok, donc c'est pas la faute du locuteur. Merci. Ma question, c'est en fait, j'ai l'impression que on a parlé ce soir de répondre avec des mots à des questions qui viendraient de la société. Mais je parle de nous, les êtres humains, notre relation au monde extérieur, elle est sensible avant tout. Est-ce qu'on ne manque pas une étape qui est celle de vraiment écouter profondément, de passer du temps à retranscrire cette expérience sensible qui va traduire beaucoup de peur, beaucoup d'impressions, qui répond à votre question sur qui croire en regardant la télé. Ben, en fait, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question à un moment de savoir. Mais avant le savoir, il y a la croyance parce qu'on revoit le monde, on perçoit le monde à travers ses deux yeux. Et donc ça donne une expérience qui est très subjective. Et peut-être qu'on manque un truc, on va un peu trop vite, on essaie de dire ah ben, voilà ce qu'on sait et tout. Et en fait, on n'écoute pas. Et donc forcément, on déclenche de la défiance. C'est ça ma question. Merci pour cette question. Alors, je ne sais pas si je répondrai parfaitement, mais ce que ça m'inspire, en fait, d'un point de vue plutôt de la psychologie, ce qui fait qu'on adhère à quelque chose, c'est pas uniquement parce que c'est le fruit d'une analyse A plus B égale C, c'est un raisonnement logique, etc. En fait, il y a tout un ensemble de phénomènes qui se mettent en place pour conserver une forme de cohérence cognitive globale. Donc c'est une forme de cohérence entre l'ensemble de nos croyances, de nos valeurs, mais également un ancrage social, c'est-à-dire que voilà, il y a aussi des normes dans les milieux dans lesquels on évolue, etc. Et donc voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place pour faire que, et puis un aspect évidemment émotionnel qui est relié aux valeurs en fait, et qui fait que on va adhérer plus facilement à certaines choses qu'à d'autres. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup aidé, parce que je ne l'ai pas dit au tout début, mais moi, ma porte d'entrée dans ces questions-là, ça a été quand je répondais sur YouTube à des commentaires climato-sceptiques. Et du coup, je m'y prenais au départ d'une manière un peu naïve, en disant, mais je vais leur expliquer que A plus B égale C, je vais leur donner des bonnes sources, et puis ils vont comprendre pourquoi c'est faux ce qu'ils disent. Et ça marchait très peu. Et en fait, j'ai compris après, voilà, en fait, alors, il y a une anecdote que je voulais partager là-dessus. J'étais à un colloque sur je travaille aussi sur l'intérieur de la Terre, et donc un colloque sur la Terre interne qui a lieu tous les 2 ans. Il avait lieu au Canada il y a 6 ans, et l'organisateur du colloque a fait une blague en disant c'est dommage qu'on ne se soit pas mieux synchronisé, parce que 2 semaines plus tôt, dans le même palais des congrès, il y avait le congrès de la Terre plate. Ce qui m'a fait rire qu'à moitié en fait, et c'est là que j'ai réalisé, mais ces gens-là se constituent en communauté en fait. Ils trouvent du sens, voilà, en participant à ces congrès, il y a toute une économie, ils font leurs goodies, et puis ils trouvent du sens en étant ensemble, voilà, dans une communauté où on n'est pas des moutons qui suivent la pensée unique. Enfin, voilà. Et donc, c'est là qu'on comprend que
Mais même nous, c'est pareil, hein, quand on a travaillé 20 ans sur un modèle de physique quantique, on ne va pas le lâcher du jour au lendemain parce qu'on a appris que c'est faux, quoi. Donc voilà, donc on ne remet pas comme ça en question aussi ce à quoi on adhère, parce que ça vient chambouler une vision du monde, des valeurs, d'autres croyances, ça met à mal notre cohérence cognitive, et ça qu'il faut comprendre en fait aussi. Ce qui anime les croyances, les idéologies des gens, et c'est pas que des questions à plus B égale C, quoi. Et en complément, moi, il me semble qu'on peut s'appuyer sur certaines sciences sociales, notamment, mais pas que, qui vont explorer ce régime du sensible, ce régime des valeurs, des attachements, de les prendre au sérieux et de faire, c'est le cas d'un sociologue, Arnaud Esquerret, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il avait appelé le vertige des faits alternatifs, et de comprendre les ressorts de ceux qui, en communauté, vont développer une croyance et puis vont trouver en fait des appuis pour la rendre crédible, cette croyance. Alors on n'était pas à ce congrès malheureusement des platistes qu'évoque Mathieu, mais en tout cas on peut avoir, je pense, un certain nombre de sciences sociales qui font ce travail, qui sont attentifs à ça, qui prennent au sérieux le sensible, qui est un régime d'existence. On ne peut pas l'aplatir, je pense pas la terre plate, mais on ne peut pas le réduire en disant qu'il n'a pas de place, parce qu'on sait qu'il a une place décisive dans des tas de choses. Et puis je trouve aussi que des sciences qui seraient loin de ce régime du sensible ont tout à gagner à trouver des vecteurs d'exploration ou de restitution qui passent par le sensible pour le coup. Et là, c'est toutes les démarches art-sciences qu'on pourrait largement convoquer pour dire c'est aussi une manière de rattacher. Si ce dialogue est un peu cassé, je pense que ça passe notamment par ces éléments et pas seulement en effet par une rationalité spécifique qui serait celle du A plus B égale C. Voilà. Je veux bien juste réagir. J'aime beaucoup votre question. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites sur le sensible. Je suis assez d'accord. Et puis, c'est marrant parce que au début des années 2000, on parlait beaucoup de culture scientifique et technique. C'était le mot à la mode. C'était pas la médiation. Et je me souviens qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui disaient que c'était dommage qu'ils ne pouvaient pas parler de la beauté d'une équation, en fait, que ce qu'ils auraient aimé, c'était communiquer autour de ça. Et c'est vrai que c'est marrant, on en a beaucoup parlé au début des années 2000, et je trouve que cette question de l'émotion, elle revient beaucoup, en fait, depuis quelques temps, dans beaucoup de débats. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez parlé du mot sensible, alors que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'émotion, et par contre, je trouve que ce terme-là est beaucoup plus ambigu dans le débat. C'est-à-dire que, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans la manière de manipuler l'information, on fait appel justement à l'émotion des gens. C'est-à-dire ce qu'on va essayer de susciter, c'est l'indignation ou la colère ou la tristesse. Et ça, en fait, il y a aussi une utilisation, je trouve, qui est un peu à double tranchant. Et c'est peut-être là où je me permets de réagir. Merci. J'avais une question. On a eu un certain nombre de critiques de la science qui sont venues de la philosophie notamment, et en particulier de la philosophie féministe ou des courants décoloniaux, qui ont remis en question la manière de relationner avec le monde, et qui ont remis aussi en question la scientificité en elle-même quelque part. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'on pouvait produire des résultats qui seraient comme ça abstraits finalement, où on aurait un sujet qui penserait l'objet monde, quoi. Et ces philosophes ont montré en quoi l'approche scientifique pouvait avoir des travers et des problèmes, etc. Et enfin là, quand je vous entends, puis j'en profite aussi pour dire que vous parliez des élites tout à l'heure. Bon, on discute entre nous. Enfin, globalement, là sur scène, jusqu'à preuve du contraire, c'est des personnes blanches. C'est 4 hommes et une femme. Et là, moi, je suis en train de vous parler de philosophie décoloniale qui ont été pensées par des penseurs et penseuses d'Amérique du Sud et ou féministes. Est-ce que l'un des problèmes, c'est pas justement que la science veut toujours faire de la pédagogie, expliquer aux gens en quoi ils ont tort, ou comment ils devraient penser, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières finalement d'appréhender le réel qui seraient finalement aussi légitimes? Il y a une question de légitimité aussi qui se pose, me semble-t-il.
Je veux bien prendre. Oui, je prends la première partie de la question. Je découpe la question en deux. Sur la science et comment elle vient. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, votre remarque, sur un peu le lien entre finalement la recherche et la façon dont elle est faite aussi. Moi, ça m'évoque ce qu'on peut faire sur le terrain quand on va enquêter auprès de, voilà, si on va faire des entretiens, on va faire des observations, et puis après on va retourner dans son laboratoire et puis on va les analyser, les objectiver quelque part. Et après, dans le meilleur des cas, on va faire une restitution auprès des personnes avec qui on a enquêté. C'est très rarement le cas. Je ne suis moi-même pas exemplaire à ce sujet. Mais il est clair, enfin en tout cas moi je suis d'accord avec vous sur la nécessité aussi dès le moment du dispositif d'enquête de réfléchir éthiquement à c'est quoi faire de la recherche avec. Parce que voilà, aller sur un terrain, prendre, repartir, traiter dans son coin, c'est de l'extractivisme en fait. Et sur la deuxième partie de la question, j'avoue que je vais laisser la parole peut-être plus aux collègues. Je ne vais pas avoir une réponse véritablement à votre question, mais je peux donner un témoignage sur nos pratiques en fait. Moi, je travaille dans un milieu, le milieu agricole, c'est un milieu très masculin. Et quand j'ai commencé à bosser, c'était très compliqué d'avoir des intervenantes à la tribune pour parler d'agriculture, parce qu'il n'y en avait pas, parce que gna gna gna, etc. Et je trouve quand même là, 20 ans après, que ça a énormément changé. On a vraiment une jeune génération de chercheurs et de chercheuses avec une vraie pluralité en fait de leurs origines sociales, culturelles, et en fait ça apporte une richesse dans les analyses qui est extrêmement intéressante. En fait, le débat auquel je faisais référence sur les pesticides, la chercheuse qui est venue, c'est une chercheuse qui a une approche extrêmement sensible sur la question des travailleurs migrants, et ça lui a permis d'aller sur des terrains d'enquête là où les autres vont pas. Et je serais plutôt je trouve que les choses bougent dans le bon sens en fait. On a peut-être véritablement avancé sur ces questions-là, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je rebondis rapidement et j'ai oublié la première ou la deuxième, mais en tout cas, pour moi, l'enjeu du travail scientifique aujourd'hui, c'est toujours un travail relationnel pour moi. Donc cette critique qui est venue de la philosophie, d'une certaine philosophie, elle est absolument utile. Et je pense aujourd'hui que j'espère qu'on n'aurait plus beaucoup de chercheurs disant « je suis plus intelligent que vous ». Par contre, leur travail, c'est de mettre autour de la table et de se dire « je ne sais rien de plus que vous, mais je vais tous vous écouter dans cette communauté, je ne sais pas, des éleveurs, des musiciens, on pourrait prendre beaucoup d'exemples ». Et c'est cette position professionnelle particulière qui fait que j'enquête et que je vais peut-être vous restituer quelque chose d'intéressant. Mais je trouve que si on pose déjà la question de est-ce que c'est une recherche de qualité intéressante, y a-t-il une relation qui n'est pas coupée un moment pour éviter l'extractivisme qu'évoquait Guillaume, déjà on a gagné des choses. Ensuite, si on se dit on est relationnel, ça veut dire qu'on est en capacité plus qu'avant de se situer, on est plus réflexif qu'avant. J'étais évidemment très attentif à cette question de est-ce qu'on va pouvoir atteindre la parité pour cette table ronde? On ne l'a pas atteinte, moi je le regrette. Maintenant, est-ce que ça disqualifierait l'ensemble des propos tenus parce que finalement on ne l'a pas tenu? Je me suis dit non, ça on ne l'a pas réussi. Par contre, on a réussi à avoir une variété des positions professionnelles académiques autour de la table. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais en tout cas, on est maintenant très attentif à cette question-là, qui parle, qui développe tel ou tel énoncé, en étant attentif au fait qu'on va amener de la nuance. On sait que ça a des effets, possiblement, le fait d'avoir une majorité d'hommes ou le fait d'avoir des profs d'université ou des maîtres de conf ou des post-docs, c'est pas la même chose. En revanche, on fait le pari que ce qu'on va se dire ensemble est plus intéressant que de nous ramener à une position initiale. Et c'est peut-être, moi, une crainte que je trouve aujourd'hui vive, qui est effectivement dans la polarisation, dans la dualisation, d'emblée de dire, certes, on veut bien vous écouter, mais n'empêche que vous, hommes blancs quinquagénaires, vous êtes là. Et donc, on ne va plus écouter le reste, ou autre, hein, peu importe la position. Ça, je trouve que, moi, je pense qu'on peut remercier le travail philosophique par rapport aux sciences d'avoir posé ces questions. Attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est parfois peut-être un risque qui existe, quoi.
sais pas si je vais compléter, mais c'est une super question. J'aurais besoin d'y réfléchir un peu plus, mais parce que ça m'évoque, je vais rien vous apprendre, mais parce que je pense que vu votre question, vous le savez, mais c'est pas toujours évident, en tout cas, pour beaucoup de personnes qui viennent des sciences dites dures comme moi. Donc ça peut être intéressant de le rappeler, mais effectivement, cette idée qu'on pourrait étudier le monde depuis nulle part, depuis le néant quelque part. Bon, ça c'est assez illusoire évidemment parce que tous les savoirs sont situés. On étudie, les lunes glacées depuis un laboratoire qui est nantais, qui est dans une société, voilà, qui a un certain rapport au vivant, à la technique, etc., etc. Et tout ça se reflète dans les sujets que je vais, les questions que je vais me poser, les questions que je ne vais pas me poser, et la manière dont je vais les aborder, etc. Et je pense que déjà rien qu'avoir conscience de ça, du fait que les savoirs sont situés, avoir cette réflexivité-là, avoir conscience aussi des valeurs qui sous-tendent la recherche scientifique. Par exemple, quand on fait de la recherche, d'abord c'est qu'on valorise la vérité. On considère que c'est toujours mieux de dire, c'est un mode de rapport au monde qui est toujours mieux que le doute ou des croyances. Et dans une grande partie des cas, je peux adhérer à ça, mais il y a des cas où effectivement, c'est peut-être pas si évident que ça. On considère que c'est toujours mieux de savoir que de ne pas savoir, et la question se pose bel et bien aussi là dans tout un tas de contextes, l'exploration des fonds marins, il y a des tas de cas où la médecine prédictive, etc. On peut interroger, est-ce que c'est toujours mieux de savoir que de ne pas savoir? Et bon voilà, donc je ne réponds pas vraiment à la question, mais je pense qu'en tout cas, il y a une plus-value à avoir conscience un peu de ça quand on fait de la science et peut-être se rappeler d'où est-ce qu'on fait de la science, quelles sont les valeurs en fait qui la pétrissent aussi, qui nous animent en tant que scientifiques. Et se rappeler que notre époque, elle se traduit en fait dans la science qu'on fait, quoi. Donc ça ne répond pas vraiment à la question, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. Moi, qui a transformé un peu ma vision de la recherche et de ce que je fais au quotidien, en tout cas, pour le mieux, j'espère. Mais ça ne répond pas vraiment à la question, mais elle est compliquée, je pense. Ou en même temps. Ouais. Bonjour, alors moi je m'occupe d'un réseau de radios associatives qui s'appelle la FRAP, et les radios associatives elles interviennent notamment dans tout ce qui est le domaine de l'éducation aux médias, et on est preneur de prendre ce que vous avez à apporter, notamment pour les personnes qui sont chargées de développer des ateliers d'éducation aux médias, mais aussi pour les journalistes, animateurs, animatrices qui sont sur les antennes et qui sont aussi avec leurs biais locaux. On va avoir des radios qui sont en zone rurale, des radios qui sont dans toutes les zones du territoire. Et je voudrais témoigner parce qu'aujourd'hui c'est un travail qu'on mène où on fait intervenir des chercheurs et des chercheuses sur des podcasts où on fait de la médiation scientifique. Je voudrais témoigner que c'est très difficile de rentrer en contact avec les chercheurs et chercheuses des universités, d'aller sur le site d'une université, de trouver une personne qui intervient dans le champ qui nous intéresse. Parfois, on va voir les mots-clés qui correspondent, on va voir des thèses qui ont été travaillées et en fait, ça ne répond pas. On n'a pas les contacts, on n'a pas... ou alors, quand on a les contacts, ça marche pas non plus, quoi. Alors je dis ça, on s'est rencontré avec Laurent de Rigisme, avec l'équipe du SAPS. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et je peux le saluer parce qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien. Mais voilà, je voulais vous témoigner ça parce qu'il y a tout un travail aussi à faire vis-à-vis de vos collègues et des futurs intervenants des universités tels qu'ils soient pour que ce soit facile pour nous. Merci pour les présentations. Vous avez commencé avec le titre Sciences et société à l'heure de la désinformation. Vous n'avez pas du tout parlé du fait que la désinformation, c'est quelque chose qui est là depuis un peu toujours. À une époque, c'était les religions, il y a eu l'industrie du tabac, il y a eu plein de choses. J'imagine que c'est parce que on considère qu'aujourd'hui c'est pire. Et donc, à la question, un dialogue est-il encore possible, si on répondait simplement non. Les conditions actuelles de la société ne permettent plus potentiellement le dialogue. Si on se met dans cette hypothèse-là,
qu'est-ce qu'on fait hors finalement du champ de la science? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour recréer des conditions qui permettraient à nouveau un dialogue? Parce que moi, j'ai envie de répondre non, le dialogue est plus possible. Sur l'éducation aux médias, je suis peut-être pas la mieux placée pour vous répondre, mais je me retrouve un peu dans la même situation que vous quand j'organise un débat et que je cherche à inviter quelqu'un. Ce qui est difficile, je trouve aussi, c'est plutôt qu'il n'y a plus le spécialiste d'eux ou l'expert d'eux. Il y a aujourd'hui une complexité des savoirs qui fait que, par exemple, nous, avant, on travaillait avec le spécialiste de la brebis lacone. Il n'y en avait qu'un et en fait, il connaissait tout. Maintenant, il y a le généticien, il y a l'éthologue, il y a le responsable du bien-être, il y a celui qui va travailler sur les reproducteurs. Et en fait, ça complexifie aussi sans doute le rapport aux médias, en tout cas la capacité, j'ai une mouche, pardon, à honorer correctement les demandes. Et après, sur la deuxième question, est-ce qu'un dialogue, en fait, s'il n'y a plus de dialogue, comment dire, ce que je trouve compliqué dans la question telle que vous la posez, c'est qu'on est aujourd'hui dans un contexte qui est quand même particulier. Quand on a démarré les réflexions autour de la conférence de ce soir, moi, je me suis dit, en fait, tout ce qui est fake news, désinformation, c'est un sujet qui a émergé en 2020, notamment au moment des controverses. Alors, je précise, dans la manière dont on l'a traité, je vous vois, vous n'êtes pas complètement d'accord, mais on en rediscutera. Mais il est réapparu sur la scène publique à ce moment-là, je vais le dire comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que le sujet a changé? En fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce que Samuel Lacroix disait en introduction, c'est qu'on a un contexte politique qui est encore différent, qui n'est plus tellement un contexte de désinformation, mais qui est vraiment un contexte de dénaturation de la science, en fait. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou en Argentine, en fait, le premier mandat de Trump, on était vraiment dans les fake news. On produit des fausses informations pour occuper l'espace et pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Ou en tout cas, on passe du temps à débunker, donc on ne parle pas véritablement d'autre chose. On occupe l'espace médiatique. Là, on est encore dans autre chose. On détruit en fait. Donc on ne cherche même plus à produire de la fausse information, on cherche à empêcher l'existence même de la production de savoir. Enfin, quand on voit qu'on ferme en fait des ministères ou des centres de... Enfin, je ne me souviens plus du nom, mais en gros le centre de recherche sur le climat qu'il y avait aux États-Unis, en fait je me dis on est dans autre chose. Et là, ce n'est pas une réponse autour de la médiation en fait. On est sur des questions hautement politiques. Et là je sors de mon domaine de compétences, mais on pourra en discuter autour d'un verre. Bon, juste rapidement, sur le premier point, on y travaille aussi, je pense, alors plus ou moins, dans les universités. On y travaille à Nantes Université. Clairement, une des lignes de force de notre feuille de route, c'est de faire de l'université davantage un acteur sur son territoire de vie, donc de donner le goût à des chercheurs, à des enseignants-chercheurs, plus largement à la communauté, de sortir, d'éprouver de la recherche de plein air. Ça, je crois que c'est important. Et donner le goût, ça veut dire aussi qu'on reconnaît ce travail. Je pense que ça veut dire aussi que ça s'accompagne d'une reconnaissance dans l'évaluation du travail des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Je plaide souvent pour une alter-évaluation. Bien sûr qu'il faut continuer l'évaluation, mais en revanche, si dans l'évaluation, on met beaucoup plus haut l'enjeu, la reconnaissance du travail civique des enseignants-chercheurs, c'est quand même peut-être plus intéressant que la manière très standardisée et très problématique par ailleurs de compter les chercheurs. Dans beaucoup d'expertises au sein de la recherche, on ne lit plus, on compte, ce qui est quand même un problème. Donc voilà, je pense qu'on essaye de prendre notre responsabilité de ce côté-là. C'est difficile, mais on voit bien qu'on a des alliances, il me semble, qui sont en train de se mettre en place. Et puis moi, j'ai l'impression que si on répond non à la question, sachant qu'elle est un peu biaisée, j'ai envie de dire, puisque, comme on le disait, on est dedans, et pour moi, le dialogue n'est pas rompu, mais si le dialogue n'est plus possible, il semble parfois plus possible avec une certaine strate de la société, ou la dimension politique de la société dans certains pays. Par contre, je suis convaincu qu'on peut trouver des alliés. Il y en a tout le temps des alliés, donc voilà, il me semble que la perspective de répondre non radicalement me mène pas vers quelque chose, vers de nouvelles prises, quoi. Mais j'entends que ça puisse être une perspective. Hein. Très rapide, c'était simplement pour répondre à la question
éduquer aux médias, sur le point de l'éducabilité, parce que tout à l'heure, on avait présenté les choses de la façon suivante, où on allait éduquer les gens, et c'était dit de façon assez péjorative, comme si le scientifique, il allait vers la population pour lui expliquer quelque chose qu'il n'avait pas compris. Mais il faut quand même, enfin moi j'y crois, à l'éducabilité. Et du coup, ça dépend de la façon qu'on va avoir de le faire, hein. Il faut évidemment pas le faire de façon descendante, hiérarchique et autoritaire, mais quand même, bah oui, on est tous éducables. Enfin, moi, je veux dire, il y a rien de mal à ça, et puis c'est quand même quelque chose plutôt de souhaitable, hein, je crois. Oui, mais très rapidement. Je me pose la question de. Je comprends ce que vous voulez dire par cette question, et je me demande en fait si elle est bien posée dans le sens où c'est encore le dialogue entre la science et la société qui seraient deux acteurs complètement séparés et qui ne communiqueraient plus entre eux. Et en fait, je pense que la société, c'est pas un bloc homogène, elle est stratifiée, etc. Et il y a clairement aujourd'hui des parties de la société qui n'ont pas de difficulté à adhérer à des consensus scientifiques, etc. C'est plutôt de la polarisation. Le problème vient de la polarisation, et il y a des pans entiers, effectivement, des groupes sociaux qui vont être complètement en rejet de la science, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. C'est pas tout le pays qui réfute des consensus scientifiques, mais donc du coup ça nuance un tout petit peu la question. Et donc je ne pense pas que le dialogue soit complètement rompu. Il est rompu avec certaines parties, voilà, de la société. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, il faut refaire encore une demi-heure de débat, mais mais on pourra en discuter après. Je pense que ça sera bien. Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir en discuter après, parce que je crois qu'il y a un buffet qui vous attend. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. C'était passionnant. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas fini d'en discuter voilà, entre vous pour la suite. Merci encore.